Cette semaine au balado, Patrick Provost congédié par l'Université Laval, promotion des hypothèques halal par le fédéral et la culture de la rencontre en Nouvelle-France avec l'historien Marco Vingendaire. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au www.libre-media.com. Alors, Jérôme, hier soir, tu as sorti sur Libre Média un scoop, malheureux scoop, pourrions-nous dire, puisque Patrick Provost a été congédié par l'Université Laval. Selon les informations de Libre Média, donc le prolifique chercheur va contester cette mise à pied. Alors, parle-nous un peu là, de l'état des faits actuellement. Oui, ben écoute, Francis, c'est effectivement une nouvelle extrêmement inquiétante pour la liberté d'expression et académique au Québec. C'est un précédent extrêmement grave. C'est probablement le premier professeur d'université qui est congédié pour un délit d'opinion dans l'histoire récente. Il faudrait vérifier là, à l'époque où le clergé apparemment dominait les départements, mais encore là, de plus en plus, j'ai des professeurs qui me disent que des vieux professeurs là, qui me disent que finalement le wokisme est encore plus fort aujourd'hui que ne l'était le clergé, voire beaucoup plus fort, là. Donc la mainmise des idéologies est plus pesante que ne l'était celle du clergé à l'époque. Déjà, c'est quand même quelque chose là, de constater ça. Donc, écoute, je ne reviendrai pas en détail sur les circonstances. Justement, sur tout le développement, tu as fait une entrevue qui est disponible sur la chaîne YouTube de Libre Média avec Patrick Provost. Et là, il explique bien pendant 1 heure l'ensemble des tenants et aboutissants de son cas et des raisons pour lesquelles il était suspendu à l'époque. Et donc là, il y a véritablement une avancée au sens des événements. Là. Il y a quelque chose de nouveau qui vient de se produire. Oui, c'est ça. Ben là, c'est l'entrevue qu'on avait faite, ça fait presque 1 an. Donc, il était... mais effectivement, il nous explique bien ses motivations à mener ce combat pour la liberté d'expression, pour la liberté académique, parce que Patrick Provost, est actuellement en procès, du moins c'est comme ça qu'il appelle ça. Donc, il y a eu toute une série d'audiences qui visaient finalement à où il y avait l'occasion, encore là, avait-il vraiment l'occasion de se défendre face aux nombreuses plaintes qu'il a reçues et qui ont été traitées par l'Université Laval, alors que certaines d'entre elles étaient des plaintes un peu bidons, là, déposées par des citoyens qui étaient outrés de ses propos sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on pourrait revenir évidemment sur cette série d'audiences et on invitera Patrick Provost à venir nous en parler. Mais c'est un combat qu'il mène depuis maintenant 2 ou 3 ans facilement. Et il avait reçu un avertissement de l'Université Laval que s'il récidivait, et on l'avait aussi sorti à Libre Média il y a un certain nombre de mois. Donc, c'est un article qui s'intitulait « L'Université Laval menace maintenant Patrick Provost de congédiement ». C'est un article que j'avais sorti en février 2023. Et maintenant, c'est chose faite. Là, Patrick Provost a été congédié. Pourquoi Libre Média a été le premier à avoir la nouvelle? Je vous dirais que je ne dévoilerai pas tout à ce niveau-là. Mais il ne faut pas nécessairement dévoiler tes sources. Là. Ça fait partie du travail journalistique. Exactement. Donc, je sais qu'il y a des gens un peu curieux, là, mais il faut se concentrer sur, disons, ce que ça signifie. Donc, c'est chose faite. L'Université Laval qui a congédié Patrick Provost en raison de ses prises de position, ses sorties qui questionnaient l'utilité et la sûreté des vaccins COVID et en particulier des vaccins ARN-M, donc les fameux vaccins ARN messagers, là, donc une technologie qui est nouvelle, qui est pas tout à fait, disons, encore sécuritaire. Là. On avait aussi fait une entrevue avec Mme Alexandra Henrion-Caude à ce sujet-là, pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette nouvelle technologie. Donc, écoute, on va en parler probablement les prochains jours aussi, là, c'est-à-dire qu'on vient juste d'avoir la nouvelle et
Il y a des professeurs et d'autres universitaires qui vont forcément réagir. Donc, Libre Média prépare d'autres articles où on va donner la parole à des universitaires qui veulent bien se montrer solidaires de son cas, si je peux dire. C'est extrêmement grave et ça nous questionne sur l'état même de la démocratie au Québec. C'est pas la première fois que je le dis, mais depuis la pandémie, on voit que les frontières entre les démocraties et les régimes autoritaires sont beaucoup moins nettes. Écoute, on vit dans une société qui est moins libérale qu'auparavant. Là. Pour moi, c'est très clair. Il y a un avant et il y a un après pandémie. Et ceux qui s'obstinent à le nier, pour moi, sont carrément aveugles à la réalité. Là. La semaine dernière, c'était le maire Marchand qui nous disait, qui nous vantait l'efficacité du modèle chinois. Cette semaine, c'est les îles de la Madeleine qui imposent un code QR qui va à l'encontre, finalement, du droit de circulation. On a vu qu'à Montréal, il y avait une police des ordures. On voit qu'il y a une évolution des mentalités en faveur d'une société de surveillance et de contrôle. Pour moi, c'est de plus en plus clair. Et pour ceux qui s'obstinent à croire que le Québec est un exemple à suivre en matière de libéralisme dans le monde, vraiment, là, je mettrais un bémol là-dessus. Là. Ce qui est intéressant, pour ce qui est de la police des poubelles, c'est drôle que ça ressurgit aujourd'hui parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon père habitait à Montréal et ça existait déjà. Donc, c'est quelque chose qui date de très loin. Là. Au moins une vingtaine d'années, la police des poubelles à Montréal, à tout le moins. Donc, c'est sûr que le cadre, la politique actuelle, donne un nouveau souffle ou, disons, un nouvel angle pour parler de ça. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qui m'a frappé, tu faisais référence au maire Marchand, là, le maire de la capitale de la province du Québec, qui a fait référence à l'agilité que permet le régime chinois, puisque justement, il n'a pas à consulter la population lorsqu'il prend des décisions. Donc, cette absence de démocratie serait tout à l'avantage de l'environnement, dit-on. C'est un vieil argument. Exactement, c'est-à-dire que Trudeau, il y a quelques années, avait fait la même chose, c'est-à-dire avant même son élection, je pense que c'était à l'époque Sun News Network, là, qui était un vieux poste de télévision qui a été remplacé éventuellement sur le web par Rebel News, qui avait sorti ça, c'est-à-dire que c'est presque du mot pour mot l'admiration que ces deux chefs-là ont pour la Chine. Est-ce que c'est simplement, sachant le contexte et peut-être la non-popularité que peuvent avoir au Québec ce genre de prise de parole, pourquoi faire ce genre de référence? Est-ce que ça peut être justement un signal de vertu et de soumission au régime chinois, régime dont on sait qu'il y a des postes de police et même des espions en ce moment? Est-ce qu'il y a un lien entre cette ingérence chinoise et ces signaux de vertu de ces politiciens? Ou est-ce que je fais du complotisme là, lorsque je parle comme ça? Écoute, je pense que c'est inconscient un peu dans le cas de Marchand. Je pense pas qu'on vise publiquement à se soumettre au régime chinois. Puis ça reste un peu lointain, évidemment, comme pays. Mais on sait qu'il y a des intérêts quand même. Il y a véritablement des intérêts. Pourquoi il y aurait des postes de police chinois au Québec et en Ontario et un peu partout, et de l'ingérence politique, même dans les élections. Donc, ça, c'est pas du complotisme. Là. Ce sont des faits avérés. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre cette prise de position, ou peut-être pas au niveau de maire Marchand? C'est ce que je retiens de ton propos. Ben oui, le Canada est très vulnérable face à la Chine. Forcément, la Chine a compris que c'est un pays qui était faible maintenant, actuellement. Et pour bien comprendre même la stratégie de la Chine, il faut remonter évidemment à Pierre-Éliott Trudeau, quand Pierre-Éliott Trudeau a été le premier, finalement, dirigeant occidental à reconnaître le gouvernement communiste de Mao Zedong, qui était vraiment une espèce de coup d'éclat diplomatique à l'époque. Et à partir de ce moment-là, du moins, c'est le point de vue d'André Sirois qu'on a déjà eu en grande entrevue sur l'ONU. André Sirois, avocat auprès de l'ONU, qui me disait dans un article daté du 1er mars 2023 que c'est à ce moment-là que la Chine a compris que le Canada était disons, une cible à atteindre pour Pékin. Là. Et donc, il y avait une sorte d'ouverture un peu naïve de la part du Canada face à la Chine. Et tout ce qu'on voit actuellement, toute l'ingérence chinoise, on pourrait dire que le point de départ de tout ça, c'est carrément la reconnaissance de la Chine communiste par Pierre-Éliott Trudeau. Mais on se rappelle du livre, par exemple, Deux innocents en Chine rouge. Aujourd'hui, avec le Trudeau Junior et Marchand, on pourrait parler de Deux innocents au Canada vert.
Oui, oui. Puis bon, les crédits sociaux aussi qui devient, dont on veut appliquer une sorte de forme écologiste. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Là, évidemment, on est passé de Patrick Provost à l'influence de la Chine là, très rapidement. Mais on voit qu'il y a une sorte de cynisation tranquille des sociétés occidentales. Donc, pour plusieurs raisons, une forme de mimétisme, une forme de collusion soft, comme tu dis, Francis, comme le fait qu'il y ait carrément une empreinte maintenant chinoise, même le renseignement chinois serait très présent, c'est ce qu'on comprend là, avec les postes de police, tout ça. Donc, bon, il y a une sorte de mimétisme, il y a l'action même de Pékin en sol canadien et il y a la part idéologique, si je peux dire, cette espèce de volonté de resserrer le contrôle autour des citoyens selon le modèle chinois, donc l'application du modèle chinois des fins écologiques, le traçage, la société de traçage, de surveillance, les drones à Boucherville, là, il y a toutes sortes mais quand même, les histoires sont de plus en plus nombreuses quand même qui témoignent d'une sorte de cynisation des sociétés occidentales. C'est extrêmement inquiétant. Et tant qu'à moi, tout ce dont on parle actuellement, là, le cas de Patrick Provost s'inscrit aussi dans cette dynamique-là, c'est-à-dire un message fort du régime qui dit finalement, un message qu'on envoie aux chercheurs, aux universitaires, vous devez vous conformer finalement à l'idéologie dominante qui est défendue par le gouvernement. C'est quand même extrêmement grave. Là. C'est qu'on veut faire la peur. C'est-à-dire que en faisant une chose comme ça, le gouvernement et son émule à la direction à la direction de l'Université Laval, d'une certaine façon, disent si vous contestez, si vous êtes dissident, voici le prix que vous allez payer. C'est pas un prix de votre vie, mais c'est un prix par l'emploi. Et là, ça fait référence justement au livre de Jean-François Caron, là, on va faire une conférence Libre Média bientôt à Québec et c'est complet. Ne cherchez plus les billets. Mais on a affaire justement à cette logique d'exemplarité. On fait des exemples avec les dissidents. Ouais, vraiment. Oui, oui. La référence à Caron, à son livre, est très bonne. C'est ça, une espèce de régime de micro-privilèges ou de privilèges dans lequel on est rétribué finalement en fonction de notre soumission au régime en place. Je te dis, on a pu à lever le nez actuellement sur les régimes qu'on dit dictatoriaux, etc. Je ne dis pas que le Canada est une dictature, là, mais je le répète, les frontières entre ce qu'on appelait le monde libre et les régimes autoritaires ou le bloc de l'Est ou n'importe quoi, là, appelez-le comme vous voulez, le Sud global, ces frontières-là sont de moins en moins nettes. Donc, il va falloir faire un examen de conscience. Donc, on peut bien continuer au Journal de Montréal à dire, regardez, les Russes, ce sont des attardés dictatoriaux qui ont des traditions complètement machistes et rétrogrades, c'est une espèce de régime patriarcal, etc. Attention, là, on a quand même beaucoup de signaux, honnêtement, beaucoup de signaux qui dénotent une décadence du libéralisme, c'est-à-dire on est sorti en quelque sorte du paradigme libéral et l'évolution des mentalités en ce sens est très inquiétante et ça se passe beaucoup au niveau municipal. Bon, dans le cas de Patrick Provost, c'est un cas qui relève du milieu universitaire. La rectrice, Sophie Damour, c'est à part, mais globalement, on voit que c'est beaucoup les villes, avec évidemment l'environnement. Donc, l'histoire du code QR aux îles de la Madeleine, la police des poubelles, qui ne remonte pas d'ailleurs, à ce que je comprends. Mais c'est ça. Il faut être capable de mettre en relation toutes ces histoires-là pour avoir un portrait d'ensemble qui nous dit quelque chose sur la société actuelle. Donc, c'est bien beau de refaire renaître le débat sur la souveraineté. Moi, c'est pas un secret, là, je suis souverainiste, mais il va falloir quand même que les souverainistes se questionnent aussi. Là, j'aimerais quand même entendre M. Paul Saint-Pierre Plamondon sur le sujet. Là, qu'est-ce qu'il pense du code QR aux îles de la Madeleine? Si la Beauce, un matin, impose un code QR, on voit que l'empreinte de la pandémie est forte. Là. Quand on a fermé les régions du Québec, tu te souviens, Francis, on ne peut plus passer d'une région à l'autre. Tu vois qu'il y a un effet, là. Enfin, moi, je suis très inquiet, honnêtement, et j'ai hâte de reparler à Patrick, mais c'est ça, c'est une série de signaux assez inquiétants.
Inquiétant aussi pour le développement de la science, puisqu'on sait que le développement de la science se fait justement, depuis Karl Popper, on sait que ça passe de théorie en théorie, c'est-à-dire qu'on avance du connu vers l'inconnu, hein, justement, en se basant sur des théories passées qui sont éventuellement réfutées et améliorées. Et peut-être on peut même changer de paradigme. Et donc, si on empêche par des exemples comme ça Ben oui. la dissidence, eh bien, c'est la mort de la science, surtout la mort de la science expérimentale. Mais on sait d'une certaine façon que depuis des années, la science expérimentale et la science fondamentale, c'est-à-dire les enjeux qui ne sont pas liés nécessairement à la technique, là, qui n'ont pas nécessairement d'enjeux techniques. Et c'est ce qu'on avait reproché à l'époque à Harper, d'avoir définancé la science fondamentale au détriment de la science et de son application technique. On est dans ce pattern-là depuis longtemps. Et là, finalement, c'est les libéraux et ce nouveau sanitarisme qui vient enfoncer, mettre un clou de plus dans le cercueil de la science fondamentale. Oui, c'est ça. Ben, c'est très paradoxal. Et c'est ça, on assiste finalement à la consolidation d'une sorte de science d'État. C'est-à-dire c'est la science qui reçoit le tampon, l'imprimature du gouvernement, qu'il soit fédéral ou provincial. Puis on sait que la recherche était déjà subventionnée en fonction de critères, en tout cas en sciences sociales, très idéologiques. Donc, ça fait longtemps que les sciences sociales, eux, relèvent carrément là, d'une vision officielle. Là. Donc, on finançait les sujets, les angles de recherche qui nous paraissaient conformes à l'idéologie dominante, au wokisme, etc. Donc, évidemment, on a fait beaucoup la promotion en sciences sociales, du multiculturalisme, du féminisme radical, maintenant du transgenrisme, etc. Donc, et tout ce qui s'écartait de ça n'était pas considéré comme scientifique. Déjà, c'est un gros problème. En sciences pures, par contre, c'est un niveau de plus. Là, c'est-à-dire qu'il y a une part idéologique dans les sciences sociales, on s'en doutait parce que, bon, c'est ce qu'on appelle les sciences molles. Donc, c'est plus difficile de distinguer ce qui est carrément... Mais déjà là, peut-être que c'était le cheval de Troie, puisque les sciences sociales, disons la science, ça a plutôt un but descriptif et non pas normatif. Le but, c'est pas de changer le réel, mais de le comprendre, puisque dès qu'on essaie de changer, c'est qu'on présuppose un système de valeurs et donc on n'est plus dans la science. Donc, l'introduction de critères normatifs et de critères moraux dans la science à travers les sciences humaines d'abord et maintenant la science expérimentale ensuite, peut-être que c'était justement le début du déclin. Peut-être. Mais qu'il y ait eu un effet de contamination des sciences sociales aux sciences pures est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'on soit rendu, par exemple, à nier le réel avec quand on dit que les sexes n'existent plus. Là, que l'idéologie soit plus forte que les sciences pures, c'est quand même impressionnant. On voit à quel point on vit dans un monde idéologisé, un monde de croyances finalement, là. Ou un monde de croyances dans le système. C'est-à-dire que maintenant, peut-être que les gens, puisqu'on peut faire des références, beaucoup sont à faire des références avec le système communiste de l'époque, là, en URSS, où est-ce que tout le monde mentait, mais tout le monde était content de mentir, était content entre guillemets, là, mais tout le monde trouvait son intérêt à mentir. Et peut-être qu'on est on est dans cette logique de mensonge généralisé dans lequel la plupart des gens se complaisent du fait qu'ils reçoivent un chèque de paye à tous les 2 semaines. Oui, oui. Mais c'est sûr que le cœur du système, c'est quand même... des privilèges économiques et matériels. J'appelle du privilège, là, c'est peut-être le mot est un peu fort, mais c'est ce que déplore aussi Patrick Provost dans la lettre dont Libre Média a obtenu copie. Il critique ses pairs, hein, il est déçu, il est très déçu de ses pairs, de ses collègues, qui, selon lui, se sont complètement couchés devant leur employeur, couchés devant l'idéologie dominante. Donc, il est très amer de voir que finalement, on n'a pas pris sa défense beaucoup. C'est-à-dire, je pense l'année dernière, il y a eu une lettre de 120 là, signataires universitaires qui avaient pris la défense de Patrick Provost, mais il est déçu de voir que ses pairs ne sont pas intervenus. Ils ne sont pas intervenus auprès de l'Université Laval comme ils auraient dû être, auraient dû le faire, c'est-à-dire parce que la science aussi, il faut le mentionner, à l'université fonctionne beaucoup par la collégialité, là, c'est-à-dire que vous êtes constamment appelé à être... vous êtes confronté finalement à être évalué par vos pairs
et vous le faites vous-même. Donc, tout le monde évalue. En même temps, bon, il y a une espèce d'effet de conformisme. Là, on pourrait un peu critiquer ça parce que ça devient un peu étouffant. Ceux qui brillent, bon, sont un peu, noyés dans le lot. Là. Donc, la révision par les pairs peut avoir quand même certains désavantages, mais ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on se soumet finalement au regard de son collègue qui lui examine nos travaux et qui va valider, invalider. Donc, effectivement, il y a un effet d'avancement des connaissances. Et donc, Patrick Provost, lui, se dit, j'ai passé ma carrière finalement à évaluer mes pairs, à me faire évaluer par mes pairs. Et finalement, on ne permet même plus ça parce que au lieu qu'on examine mes travaux et qu'on examine scientifiquement mes propos sur la vaccination, ben finalement, on me cancelle. Donc, on ne fait même plus cet examen-là. Donc, c'est quand même assez... Donc, il y a un transfert de pouvoir là-dedans. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était les scientifiques qui se jugeaient eux-mêmes, scientifiques avec la spécificité de la science dont on parle. Je pense qu'ici, on parle de génétique et on parle disons, de la technologie des vaccins, l'ARN messager, dont il est lui-même un expert de cette technologie ARN. Et là, ce qu'on se rend compte, que ce n'est plus ses pairs, ce n'est plus des scientifiques qui analysent la validité ou non des arguments et des prises de position qu'il a prises, mais c'est la nouvelle caste, pourrions-nous dire, managériale. Ce sont les différents systèmes d'administration universitaire qui sont les nouveaux maîtres. Et donc, il y a une relation de pouvoir. D'où vient un peu cette prise de pouvoir de la caste managériale sur les sciences dans le monde académique? C'est très bien reformulé. C'est carrément ça. Oui, un transfert de pouvoir. D'où ça vient? Ben écoute, je ne sais pas exactement. Certains diraient le chartisme trudeauiste dans la Constitution a fait en sorte qu'il l'a déplacé vers les juges, et des juges, ça s'est déplacé vers les managers et les administrateurs, et les ressources humaines en particulier. Après, certains diraient évidemment la question du financement de la recherche, bon, qui est largement publique, mais aussi privée, surtout dans le domaine de la science pure et bon, dans tout ce qui concerne médicaments. Donc là, il ne faut pas être naïf. Big Pharma a le bras assez long à l'Université Laval et dans d'autres universités. Donc, quand on finance des cas, on peut avoir, par exemple, une chaire Pfizer. Donc, et dans le cas de Patrick Provost, on peut évidemment penser, sans trop avoir d'imagination, là, que l'Université Laval a préféré ses donateurs, ses généreux donateurs de Big Pharma à Patrick Provost. Je pense que là, on n'invente pas grand-chose ici. Là. Donc, mais encore là, on a évolué, puisque moi, j'étais étudiant à l'Université Laval, bon, dans les années 2007-2006, là. Et le grand scandale, c'était l'éventualité d'avoir une épicerie qui aurait été localisée sur le campus de l'université. Et là, c'était le branle-bas de combat. C'était les étudiants qui disaient non à la marchandisation du savoir et tout ça. Et là, aujourd'hui, Big Pharma est là, puis elle dit, elle arrive, elle donne ses dictats, et là, tout le monde se soumet. Il n'y a aucune manifestation, aucune prise de parole de la classe étudiante en défense de la liberté académique. Non, c'est lettre morte. Qu'est-ce qui s'est passé dans un si court laps de temps? On voit l'insignifiance de la gauche aussi à travers ça. Effectivement, qu'on puisse manifester sur les campus pour à peu près... je ne vais pas dire n'importe quoi, puis je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de manifestations à l'Université Laval récemment. Apparemment, le campus est déserté depuis la pandémie. Depuis, les étudiants vont de moins en moins en cours, en présentiel, comme on dit maintenant. Apparemment, c'est un fléau. Les stationnements de l'Université Laval seraient pratiquement vides aujourd'hui, Francis. En faisant des jardins publics, là, ça serait une bonne idée. Oui, mais c'est dramatique aussi, on prend en parler. La rectrice n'aurait plus de place de stationnement, donc là, ça serait la rose aurait arrosé. Mais ouais, puis on se battait à l'époque pour avoir une vignette, enfin. Oui, 1, 2, 3. Là. Ah, ça, c'est pour c'est un petit inside pour ceux qui sont allés à cette université en particulier. C'est ça. Et là, c'est ça. On voyait un peu la hiérarchie sociale en fonction du stationnement auquel qu'on se payait finalement. Mais oui, écoute, la conquête de l'université par le management, écoute, Alain Deneau pourrait nous en parler probablement d'une manière plus informée, là, plus éclairée. Moi, c'est pas qu'un dossier que j'avais suivi tant que ça, mais on voit, tu poses la question, effectivement, on voit un mouvement progressif de transfert du pouvoir des universitaires, effectivement, en même temps, bon, les recteurs sont des professeurs à l'origine, mais écoute, je pense qu'ils sont pas très, très
loquace, les professeurs d'université, mais ils doivent quand même, plusieurs d'entre eux aujourd'hui, Francis, doivent se questionner. C'est-à-dire là, avec le cas de Patrick Provost, ils doivent se dire on n'a plus de pouvoir là, finalement. Là, ils ont beau être C'est peut-être une libéralisation de la parole qui peut venir, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de retraités de l'université, justement, qui, par cette nouvelle liberté gagnée du fait de l'association d'emploi, peuvent désormais parler de toutes ces, disons, des aspects pervers là, des différentes procédures universitaires ou qui décide de qu'est-ce qui fait quoi. On pourrait aussi penser aussi que cette caste managériale, dans le cas de Patrick Provost, puisqu'on sait que ça a duré une éternité. Là. Je pense qu'il y a eu combien des audiences publiques ou pas. Et il y en a eu 60, et je dis ça comme ça, mais il y en a eu des dizaines, souvent annulé, reporté. On est d'une certaine façon, on est peut-être dans le micromanagement là aussi. Là. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être, comme tu l'as mentionné, il n'y a plus personne à l'université, donc cette caste-là n'a plus rien à faire et donc elle cherche des manières de justifier son emploi. Et quoi de mieux qu'un procès pour délit d'opinion, pour à la fois manifester son pouvoir et d'une autre façon, si on est plus perspicace, son insignifiance du fait qu'il n'y a plus personne à l'université. Mm-hmm. Ouais, c'est pas bête. Et l'autre chose, c'est qu'on se demande à quoi sert finalement la loi sur la liberté académique de la CAQ qui est entrée en vigueur là, en juin 2022. Donc, cette fameuse loi de Pascal Derry, la ministre, à quoi sert-elle? Évidemment, c'est la grande question. Pas grand-chose pour l'instant parce que théoriquement, l'Université Laval devrait être mise sous tutelle par le gouvernement du Québec par ce genre d'action-là. C'est du moins ce que pense Claude Simard, ex-doyen de la Faculté des sciences d'éducation. Il n'est pas le seul à le penser. Il y a des gens, Jean-François Caron a dit ça également sur X, sur Twitter, que normalement, si on appliquait la loi, l'Université Laval serait mise sous tutelle. Bon, je comprends que c'est très, très gros, mettre l'Université Laval sous tutelle, c'est pas quelque chose qui serait banal. Il y aurait une pluie de critiques, là, on le sait, parce que bon, ça reste une institution phare à Québec. Mais écoute, ça pose beaucoup de questions. On va reparler à M. Provost. Peut-être l'idéal serait d'avoir une nouvelle grande entrevue avec lui. Mais on prépare plusieurs papiers quand même sur cette affaire-là, qui est carrément un précédent. Même à l'échelle de l'Occident, je pense que même en France, on pourrait en parler. Là, et ça ferait jaser. Je pense que c'est un cas qui peut être amené dans les nouvelles à l'international. Patrick Provost, congédié par l'Université Laval, un article de Jérôme Blanchet-Gravel, publié sur Libre Média au libre-media.com. Un autre article publié sur Libre Média au libre-media.com, les hypothèques halal, entre guillemets, un acte de compromission avec l'islamisme. Alors, c'est un article rédigé par Simon Leduc. Ottawa entend élargir l'accès aux prêts hypothécaires islamiques. Et donc, selon le politologue André Lamoureux, interrogé par Simon Leduc, il s'agit d'une nouvelle preuve de compromission du gouvernement Trudeau envers l'islamisme. Alors, Jérôme, parle-nous un peu de cette entrevue et qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que c'est d'abord une hypothèque islamique? Oui, une hypothèque islamique, c'est une hypothèque qui... finalement, à ce que je comprends, gonfle le prix d'une maison pour ne pas avoir d'intérêt à payer. Donc, en gros, si on résume, je pense qu'on paye les intérêts d'avance. C'est-à-dire, vous avez une maison de 600 000 et au lieu de payer des versements hypothécaires qui comprennent une grande part d'intérêt, vous payez votre maison, mettons, 900 000 et à la fin de tout ça, bref, vous n'avez pas payé d'intérêt, entre guillemets, mais finalement, vous comprenez que c'est une sorte de passe, là, c'est très symbolique. On est dans le légalisme, là, parce que l'intérêt, il est là. On déguise l'intérêt, on le déguise en gain en capital reporté et payé précédemment. Exact. Donc, c'est très technique. Donc, finalement, on n'achète pas auprès d'une banque, mais auprès d'une tierce personne qui gonfle le prix de la maison pour finalement nous la céder à la fin de tout ça. Mais en gros, là, la portion d'intérêt, vous la payez autrement, mais c'est pas direct. Donc, ça vous permet de dire que vous n'avez pas contracté de prêt hypothécaire avec intérêt. C'est comme un pléonasme, là. Mais c'est ça. Bref, c'est une espèce de manœuvre, là, si on peut dire, là, qui nous permet de nous conformer à la prescription du Coran selon laquelle le prêt à intérêt n'est pas halal, c'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas bien. Donc, c'est pas bien de faire du prêt à intérêt
On sait que c'était une pratique qui était surtout qu'on laissait aux Juifs là, dans l'histoire. Là, donc, c'était mal vu. Même les catholiques, je pense, ont mal vu, ont mal perçu le pré-intérêt, non? Si je me rappelle bien, Oui, exactement. Durant tout le Moyen Âge, là, il y a eu des polémiques là, des polémiques au sens intellectuel du terme là, sur le prêt à intérêt. Je me rappelle même que lorsque j'étudiais à Saint-Thomas d'Aquin, là, j'avais un professeur précisément qui était absolument contre, puisque la théorie derrière ça, c'est que la justice, c'est rendre à chacun son dû. Alors, payer un intérêt pour de l'argent, c'est donner de l'argent pour rien. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais été d'accord avec ça parce que ce rien-là pourrait être fait en étant investi dans quelque chose qui prendrait de la valeur et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect moral là, entre ça, mais c'est des débats qui datent du Moyen Âge et qui ont été réglés en modernité depuis longtemps. Donc, qu'on retrouve des politiques comme celle-là dans l'intérieur d'un budget en 2024, bon, ça nous ramène à loin. Hein. C'est ça. Donc, ce qui fait dire au politologue André Lamoureux que, lui que c'est un acte de compromission vers l'islamisme, mais lui fait remonter ça à 2015, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs décisions ou oppositions du gouvernement Trudeau qui dénotent évidemment une position très, très complaisante envers l'islamisme. Donc, il en retrace beaucoup. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais évidemment, juste la nomination de cette fameuse commissaire à l'islamophobie, à la lutte contre l'islamophobie, Amira El-Gawabi. Donc, en 2020, une commissaire qui est finalement associée à toutes sortes d'organismes qui ont combattu la loi 21, des organismes qui sont soupçonnés d'entretenir des liens avec des mouvements islamistes. Donc, le gouvernement Trudeau, oui, qui a toujours été très islamophile et très, très, disons, c'est ça, assez complaisant envers l'islamisme. On se rappelle aussi de la position des libéraux en faveur du fait de prêter serment comme nouveaux citoyens en niqab là, pour certaines femmes. Donc, les libéraux, eux, n'étaient pas du tout opposés à ce qu'une femme en niqab prête serment à la couronne et comme en tant que nouveau citoyen canadien. Donc, ça fait 10 ans, finalement, là, qu'on a des décisions qui confortent l'expansion de l'islamisme, hein, parce que quand même, on en parle beaucoup moins depuis la pandémie, mais reste que le mouvement islamiste est encore très, très fort. Peut-être même profite-t-il du fait qu'il n'est plus, qu'il est moins exposé médiatiquement. Donc, c'est comme si les médias, d'un coup, étaient passés un peu à autre chose. Bon, en France, on en parle encore beaucoup. Mais au Canada, depuis 2-3 ans, c'est quand même beaucoup moins dans l'actualité. Alors qu'on se souvient tout le débat sur la loi 21, etc. Donc, il y a quelques années, on parlait beaucoup plus de la montée de l'islamisme dans les médias. Mais bref, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue quand même ces mouvements très, très rétrogrades et liberticides qui, c'est ça, qui dans l'ombre ou moins dans l'ombre, continuent d'imposer leur agenda à l'échelle des sociétés occidentales. Qu'est-ce qui, dans le libéralisme tel que conçu par Justin Trudeau et ce néolibéralisme finalement qui est plutôt un dirigisme, un dirigisme à tous les niveaux. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est plus sensible selon toi, par exemple, que notre parti par rapport à ses différentes revendications communautaires? Bonne question. D'abord, il y a une forme de clientélisme électoral. Donc, on sait qu'on vise à obtenir le vote musulman, si on peut dire, au Parti libéral. Donc, c'est un électorat qui est appelé à grossir que l'électorat canadien de confession musulmane. Donc, il y a forcément un enjeu ici. Ensuite, la gauche a développé une sorte de vision complaisante de l'islam. On voit un peu dans les musulmans une sorte de nouveau prolétariat. Évidemment, ça se conjugue à la cause palestinienne. Donc, il y a eu comme une sensibilité à gauche envers les gens de confession musulmane qui luttent contre Israël, qui est lui-même le représentant du capitalisme occidental au Moyen-Orient, Israël qui est appuyé par les États-Unis. Donc, évidemment, il y a beaucoup de... Mais en même temps, il y a des contradictions là-dedans, puisqu'on peut penser aux Émirats arabes unis, au Qatar, on peut penser à l'Arabie saoudite, qui ne sont pas du tout dans cette optique anticapitaliste. Ah oui, mais les contradictions sont énormes. Mais ici, on est encore une fois, dans l'ordre de l'idéologie. Donc, l'idéologie, ça s'embarrasse pas trop des détails là, et de la réalité, en fait. Donc, on est dans l'ordre des représentations. C'est tout un imaginaire, là, c'est une construction.
C'est une construction que ce musulman opprimé par le grand capital américain, c'est carrément, c'est presque cinématographique, là. Puis bon, c'est réactivé par le conflit à Gaza. Mais donc, je viens de nommer deux raisons, là. Donc, il y a le côté, d'abord, c'est ça, très, très clientéliste, et le côté idéologique. Mais j'en parle aussi dans la face cachée du multiculturalisme, là, mon livre paru en 2018. Comment, j'ai un chapitre là-dessus, là, comment, c'est ça, la gauche en est venue embrasser finalement l'islam pour accoucher de ce qu'on appelle un peu grossièrement l'islamo-gauchisme. En France, c'est un concept qui est passé carrément dans le vocabulaire, dans les journaux en France. Donc, cette espèce d'alliance un peu contradictoire et contre nature. Hein? Donc, une gauche marxiste, en tout cas néo-marxiste, pas tout à fait, mais enfin une gauche athée, apparemment, qui fait alliance avec un courant qui n'est pas tout à fait favorable aux droits des femmes. Donc, c'est très, très paradoxal, forcément. Là. On s'amuse beaucoup des quiz for Palestine. C'est très marrant, là, dans le sens où vous comprenez que les islamistes ne sont pas dans le wokisme pour 2 scènes. Ben moi, justement, par rapport à ça, j'ai ma petite théorie. Théorie qui fait référence à ma plus grande théorie ou même ma thèse d'État qui est exprimée dans un livre, là, Une révolution pour rien. C'est justement ce que le substrat de ces deux idéologies ou de ces deux idéologies portées par le Parti libéral canadien d'une part, mais bon, l'ensemble de ces mouvements théocratiques de mouvance islamiste, c'est justement cette tendance vers la théocratie, vers la doctrine politico-religieuse. Dans mon livre Une révolution pour rien, justement, je parle comment les États-providence et les grandes castes managériales, dont les grandes castes managériales dont nous avons parlé plus tôt, sont une conséquence actuelle. Ces États-providence sont des États qui se prennent pour Dieu. Providence, c'est un attribut divin dans la théologie chrétienne. Et donc, parler d'État-providence, c'est parler d'État qui prend la place de Dieu dans la société. Et donc, cette gauche athée dont tu parles, pour moi, et ces islamistes politico-religieux d'autre part, on a affaire au même régime. D'un côté, on aurait les théocrates et les autres, d'un autre côté, les athéocrates. Athé en grec, athéos, a privatif, théos veut dire Dieu. Donc, privation de Dieu. Mais si on est un régime athéocratique, c'est toujours une théocratie. C'est une théocratie sans Dieu. Mais dans les deux cas, on est dans des théocraties. Donc, il y a véritablement une jonction et de ces deux régimes et ces deux idéologies qui sont de même nature, selon moi. Oui, ben écoute, c'est disons, une manière plus subtile de voir. Donc, des affinités, effectivement, c'est la forme du régime. Là. Finalement, c'est pas impossible. Sinon, ben il y a aussi une convergence des luttes anticapitalistes. Si on est plus, disons, pour le voir plus concrètement, là, c'est-à-dire, on a fait une équation encore un peu bidon entre ceux qui luttent contre le capitalisme en Occident, c'est-à-dire de la gauche, mais on s'entend que les libéraux de Trudeau ne luttent pas contre le capitalisme. On remarque que ça peut devenir peut-être un peu plus maintenant, là, depuis la pandémie. Voilà, on a vu plusieurs dirigeants de banque se lever contre le gouvernement Trudeau et même Pierre-Yves McSween cette semaine, bon, j'écoute la radio à Montréal et bon, il en avait beaucoup contre justement cette nouvelle loi sur le gain en capital, cette nouvelle taxation. Ouais. Et donc, oui, il y a peut-être un revirement à ce niveau-là chez les économistes et les différentes têtes, les influenceurs économiques canadiens. Mais ce dont tu parles, c'est cette espèce d'affinité idéologique. On l'a vu aussi avec la révolution islamique. Là, quand Michel Foucault, en 1979, s'est enthousiasmé pour la révolution islamique en Iran, là, on a vu qu'il y avait un peu de ce dont tu parles, là, un peu ou beaucoup, là. Mais cette fascination des intellectuels de gauche qui étaient des déconstructionnistes ou comment on appelait ça, la French Theory, là, donc comment un Michel Foucault pouvait-il s'enthousiasmer pour une révolution ultra-conservatrice? Michel Foucault, qui on le rappelle, était homosexuel, etc. Il y a quelque chose qui relève, oui, d'une sorte de psycho... De psyché religieuse, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement du religieux vers le politique, mais on investit les idées politiques
d'idéaux religieux et c'est là-dessus qu'ils se rejoignent. Et l'autre chose, en terminant, c'est le multiculturalisme. Hein. Bon, c'est comme l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire le multiculturalisme qui est pratiquement une religion d'État au Canada. Donc, les libéraux sont beaucoup là-dedans. Donc, tout ce qui est communauté culturelle, forcément, il faut les accommoder au maximum. Donc, l'hypothèque islamique s'inscrit aussi dans ce désir nettement exagéré de satisfaire partout, tout le temps, en tout temps, les communautés culturelles, toutes sortes de revendications. Donc, c'est un peu une spirale là, infernale. C'est ça. Oui, puis c'est le retour au jeu de pouvoir et à celui qui est le plus capable de faire valoir ses intérêts, parce que moi, je pourrais prendre ma religion comme substrat pour faire des revendications telles que je ne peux pas contribuer plus que 10% de mon salaire à l'impôt, ce que je considère injuste. Il y a beaucoup d'objections de conscience que je pourrais faire justement en me basant sur la religion. Et donc, où est-ce qu'on met la ligne? Si on va jusque-là avec des hypothèques islamiques, on se ramasse avec le jeu de l'arbitraire finalement, puisque c'est impossible à garder une cohérence. Mm-hmm. Et donc, une incohérence fiscale peut mener à plus ou moins brève échéance à la destruction, disons, de l'ordre de la loi et l'ordre de l'état de droit, puisque justement, on ne considère plus l'ensemble des citoyens sur un pied d'égalité, mais selon leur appartenance à une communauté plus ou moins bien représentée à l'intérieur du système juridique canadien. Clairement, oui. On va voir le positionnement du peut-être futur gouvernement Poilievre sur l'ensemble de ces questions et peut-être qu'il ne s'agit que d'un mauvais passage et nous allons passer au travers par une révocation de l'ensemble de ces lois communautaires qui ont été passées durant les dernières années, bien que ça soit peut-être difficile à cause du gouvernement des juges et de la caste managériale qui va avoir réussi à les implanter un peu partout d'une manière sournoise. C'est ça, parce que quand même, il faut le dire, les conservateurs de Poilievre sont quand même beaucoup là-dedans, le multiculturalisme. Ça reste le Canada. Là, donc, Poilievre courtise beaucoup les communautés sikh. Bon, après ça, je comprends, il faut être réaliste au sens, c'est de la réelle politique. Donc, on veut gagner des comtés à Toronto. Donc, forcément, il faut se plier un peu, si je peux dire, à ce genre. Au nouveau régime. C'est ça. Il faut se plier au jeu, là, aux règles du jeu. Mais non, je ne crois pas que ce soit quand même qu'il y ait une révolution en ce sens-là, initiée par les conservateurs qui ont des grandes qualités. Là. Puis ça va être un vent d'air frais là, quand Poilievre va arriver à la tête du Canada, on l'espère quand même. Mais on reste au Canada. c'est ça l'affaire. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Et pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité, se joint à nous l'historien et membre du comité de rédaction de Libre Média, Marco Vingendaire. Bonjour. Bonjour. Marco Vingendaire, ma première question, c'est plutôt simple, puisque c'est la première fois que vous participez au podcast. Ce serait de vous présenter votre intérêt, un peu votre parcours et votre intérêt pour l'histoire. Et selon vous, pourquoi c'est important de se concentrer sur l'histoire aujourd'hui, en particulier au Québec? Ben oui, avec plaisir. Quelques mots, disons, sur moi, sur mon parcours. Donc, je suis l'auteur d'un livre d'histoire populaire qui s'appelle, notre histoire nationale, qui s'appelle Le Nouveau Monde oublié, la naissance métissée des premiers Canadiens, aux éditions La Métisse. Donc, un livre préfacé par l'illustre Denis Delage, l'historien émérite à l'Université Laval. Et donc, c'est un livre qui raconte d'un bout à l'autre vraiment le récit canadien de la Nouvelle-France. Donc, un livre qui vise vraiment là, à rendre accessible le récit de notre histoire nationale, disons le premier chapitre et mettons, l'esprit de la démarche dans la manière d'avoir écrit ce livre-là. M'a été donné par Jacques Lacourcière qui disait « L'histoire, ça ne s'enseigne pas, ça se raconte ». Alors, c'est vraiment l'approche que j'ai prise, c'est que je raconte vraiment pratiquement comme si on était un peu autour du feu. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, justement, au temps de la Nouvelle-France, les grands événements qui forgent, disons,
le grand récit de la présence française en Amérique, là, au temps de la Nouvelle-France. Et soit dit en passant, ce livre-là s'appuie sur la synthèse de près de 200 ouvrages d'historiens très établis et chevronnés, disons. Et c'est une forme de synthèse de tous ces écrits-là qui, chacun à leur manière, racontent des parties du récit de la Nouvelle-France. Et donc, de ce voyage donc, que j'ai fait, c'était en 2019-2020, dans l'écriture de ce livre, ben, j'ai ramené donc cette synthèse qui permet donc de raconter l'histoire. Et ça fait, disons, suite aux travaux de Jacques Lacourcière, le dernier qui a écrit une histoire populaire du Québec en 96. Et donc, on était dû, je pense, pour une mise à jour de notre récit, étant donné les recherches qui ont été faites dans les 30 dernières années, particulièrement sur l'histoire autochtone du continent. Et force est de constater que dans l'histoire donc de la Nouvelle-France, il y a une dimension autochtone qui est très importante, très centrale donc au récit. Et je pense qu'il était temps de pouvoir faire émerger, déterrer, disons, cette dimension-là de notre histoire qui va mener à la naissance, donc au cours de la deuxième moitié du 17e siècle, 18e siècle, la naissance du peuple des premiers Canadiens, donc les ancêtres de tous les Franco-nord-américains. Alors, en gros, c'est un peu ça. Marco Vingeda, vous avez publié plusieurs articles à Libromédia sur des événements historiques là, qui concernent effectivement la fondation de la Nouvelle-France, puis la poursuite de la Nouvelle-France. On invite évidemment les gens à aller les consulter. Il y en a quelques dizaines, en fait, déjà à Libromédia. Vous considérez que votre thèse est quand même beaucoup à contre-courant de ce qui est dit, ce qui est enseigné, ce qui est diffusé. Pourquoi votre thèse est-elle si iconoclaste d'une certaine façon? Ben, en fait, comme je viens de le dire, c'est vraiment cette dimension autochtone qui a été occultée depuis particulièrement le 19e siècle. Donc, c'est vraiment, pendant longtemps, en fait, il y a eu une sorte de tabou sur les origines, disons, du peuple canadien, sur ce qui l'a constitué culturellement et ethniquement aussi. Et donc, évidemment, il y a des establishments en place dans le cadre actuel au Québec et sous la tradition de Lionel Groulx particulièrement, cette vision qui était proposée d'un peuple canadien qui était uniquement français. Donc, on était des Français en Amérique, on était une sorte d'avant-garde de la civilisation française, on est venu apporter les bienfaits de cette civilisation auprès des peuples autochtones du continent, mais on a complètement, disons, réfuté cette dimension donc autochtone qui fait partie de la constitution du peuple des premiers Canadiens. Alors, devant l'establishment, disons, plus nationaliste, c'est surtout la ligne qui est tenue, notamment Gérard Bouchard, là, qui est un des tenants de ce narratif-là, disons, et évidemment l'establishment fédéral qui a la sauce woke tâche et s'applique à mettre tous les Blancs dans le même panier, disons. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, bon, l'histoire autochtone occultée, mais en même temps, on vit une époque où les Autochtones sont de plus en plus revalorisés par les institutions, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail de décolonisation. C'est pas quelque chose de nouveau, ce que je dis ce matin. Là, c'est quelque chose qui, à l'échelle des Amériques, est porté par, c'est ça, un mouvement décolonial. C'est porté essentiellement par la gauche en Amérique latine. Donc, cette redécouverte, finalement, des Autochtones qui ont été, on le sait, discriminés, à différentes échelles et dans différents pays, mais en fait, dans tous les pays américains. Mais c'est quoi la différence entre ce que vous dites, Marco, et le nouveau récit décolonial woke, entre guillemets, qui, sur certains points, est légitime, là, parce que, il fallait quand même qu'on reconnaisse la part des Autochtones. Là. C'est eux qui étaient là quand même avant les Européens ici même. Mais qu'est-ce qui distingue votre thèse de celle du nouveau récit woke, entre guillemets? En fait, c'est vraiment la distinction à faire entre la trajectoire historique de la Nouvelle-France et les trajectoires, mettons, coloniales britanniques, particulièrement là, quand on parle de l'Amérique du Nord,
plusieurs égards aussi la trajectoire espagnole donc peut-être aussi portugaise. Donc, il y a vraiment une trajectoire qui est unique à l'échelle des Amériques qui peut s'observer en Nouvelle-France pour plusieurs raisons. Dont la traite des fourrures, qui était vraiment un commerce qui impliquait une sorte d'égalité entre les partenaires d'affaires, donc entre Français et membres des Premières Nations. Et donc, le récit woke, disons, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, s'assure de mettre tous les Blancs dans le même panier. Donc, les Québécois se voient donc étiquetés de ce péché colonial originel qui fait en sorte qu'on ne peut pas, à l'intérieur de ce récit-là, dégager, disons, l'amitié, l'alliance, en fait, l'alliance franco-autochtone qui s'est déployée tout au long de l'histoire de la Nouvelle-France. Et moi, ben, c'est ça, mon travail, ça a été vraiment de mettre en lumière cette alliance, cette amitié, disons, qui s'est créée entre les Français. Puis au premier chef là, de cette période historique, c'est Samuel de Champlain, père fondateur de la Nouvelle-France, un homme absolument remarquable à beaucoup d'égards. Et donc, cette alliance a donné lieu aussi à un métissage culturel, évidemment, mais également un métissage ethnique qui s'est produit, qui était tout à fait significatif. Et donc, ça, c'est pas des choses, disons, qui sont très, très bien vues face au woke, où on tente vraiment de maintenir cette clôture entre disons, membres des Premières Nations autochtones et Québécois plus traditionnels ou Québécois de souche, disons. Donc, c'est une sorte de troisième voie que vous offrez en quelque sorte, parce qu'il y a le récit, le premier récit, on parle de récit, puis bon, ça peut être questionnable parce que l'histoire ne devrait pas être mythifiée, là, c'est-à-dire la mise en récit de l'histoire pose certains problèmes. C'est-à-dire toujours la tentation d'utiliser l'histoire à des fins politiques. Là. C'est-à-dire qu'on se sert de l'histoire, évidemment, pour servir l'actualité et la manière avec laquelle on veut l'aborder. Mais restons clairs là, auprès des auditeurs, le récit est quand même quelque chose qui est un concept qui est intelligible. Donc, d'un côté, il y a le récit de la Nouvelle-France, où essentiellement, ce sont des descendants de Français, ensuite, Anglais, Écossais, Irlandais, donc qui met l'accent vraiment sur les Européens. Donc, un premier récit que vous décririez comme eurocentriste, là, et le deuxième qui serait autochtoniste, indigéniste, comme on dit en espagnol. Et vous êtes un peu entre les deux. Est-ce que c'est ça? Ben, il y a certainement de ça dans ma position, mais c'est vraiment aussi de pouvoir dégager l'unicité du récit, la singularité du récit de la Nouvelle-France en comparaison avec les autres colonisations. Et c'est cette unicité-là avec mon livre que je tente, disons, de mettre en lumière. Et quand on parle de récit, évidemment, le danger de simplifier les choses est toujours là et de vouloir l'instrumentaliser justement à des fins politiques partisanes. Mais mettons, il y a une démarche qui peut utiliser une certaine rigueur qui est nécessaire. Et dans ma méthodologie, ça a été vraiment de laisser parler les faits d'eux-mêmes, c'est-à-dire les grands événements, les grands jalons, les grandes époques de la Nouvelle-France et de décrire finalement de quoi avait l'air ce monde-là, qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on parle de grands événements, par exemple, il y a toutes sortes d'événements absolument majeurs, marquants dans l'histoire de la Nouvelle-France qui sont très méconnus encore à ce jour au Québec et dans l'Amérique francophone aussi probablement. C'est par exemple la grande tabagie de Tadoussac le 27 mai 1603, qui a été le moment fondateur de l'Alliance franco-autochtone, donc à la Pointe aux Alouettes, là, près de Tadoussac, avec le grand chef Innu Onada-Bijou, Samuel de Champlain et François Pont-Gravé. C'est un événement absolument fondateur de notre histoire et donc il y a peu de gens qui peuvent en parler, disons, en véritable connaissance de cause. Il y a évidemment Champlain comme personnage qui mérite vraiment d'être découvert, je pense, pour plusieurs. Les truchements, donc les précurseurs des coureurs de bois, qui est un facteur absolument majeur dans le déploiement de la présence française en Amérique du Nord. Je peux penser aussi à la Grande Paix de Montréal, le 4 août 1701, qui a mis fin d'abord au conflit franco-européen
Iroquois là, qui a fait rage de 1609, si on peut dire, jusqu'à 1701. Donc, c'est 40 nations autochtones qui avaient beaucoup de raisons, disons, de s'en vouloir, parce qu'il faut savoir que les guerres n'étaient pas qu'entre Blancs et entre Européens et Autochtones, mais il y avait aussi des tensions, des rivalités très vives entre les différentes nations autochtones, notamment la Ligue des 5 nations iroquoises et les Algonquins, notamment plus au nord, les Wendat également. Et donc, la Grande Paix de Montréal est venue mettre un terme à ces guerres-là. C'est un événement absolument unique dans l'histoire des Amériques, même à l'histoire mondiale, disons, quand on parle de la grande époque coloniale. Et donc, il y a toutes sortes de jalons comme ça, historiques, des marqueurs qui, quand on les met une à la suite de l'autre et qu'on leur donne vraiment leur pleine visibilité, bien là, on constate un récit qui se démarque absolument des autres et contre-intuitivement qui nous fait comprendre que donc, les Canadiens des origines étaient fortement donc métissés, parce qu'il faut savoir que la vallée du Saint-Laurent, si on rentre dans le détail un petit peu plus, la vallée du Saint-Laurent là, au 17e et 18e siècle, c'était un carrefour culturel. Donc, autour de Québec, il y avait Wendake, donc, qui était donc, occupé par les Wendat. Autour de Trois-Rivières, il y avait Odanak-Wolinak, qui avait été fondé là, dans les années 1670-1680 par les Abénakis. Il y avait des Algonquins à Pointe-du-Lac, tout près de Trois-Rivières aussi. Dans la région de Montréal, évidemment, les grandes communautés aujourd'hui qu'on connaît de Kanawake, Kanesatake, Akwesasne également, donc ont leurs origines dès là, les années 1670 environ. Et mettons, pour ce qui est de Kanawake, qui était à la prairie au départ. Donc, il y a vraiment une présence autochtone qui est mettons, très, très généralisée dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, il y avait un va-et-vient constant, des interactions quotidiennes. Et donc, toutes ces choses-là, quand on les met sur la table, finalement, bien, on constate, disons, un portrait qui est très, très surprenant quand on compare avec l'histoire conventionnelle qu'on nous a enseignée et avec les récits actuels, woke particulièrement, qui met un peu sous silence ces dimensions-là de notre histoire. Marco Vingendaire, vous l'avez mentionné, ce qui vous intéresse particulièrement, c'est cette période de la Nouvelle-France. On le sait, bon, dans l'historiographie du Québec, il y a plusieurs périodes. On les limite... On les catégorise souvent sous justement la Nouvelle-France, la période de la conquête, les patriotes, l'après-patriote, le régime de l'Union, la Confédération, etc., etc. Donc, c'est toujours en rapport avec les événements qu'on relie, disons, les ensembles des individualités, des individus qui se présentent à nous. Et nous sommes le 26 avril et le 26 avril 1625. Un groupe de 5 jésuites quitte Dieppe à destination de Québec, parmi lesquels se trouvaient Charles Lallemand, Jean de Brébeuf. Et leur mission était justement d'accompagner spirituellement les colons, mais également l'évangélisation des Autochtones. Pour vous, Marco Vingendaire, au lieu de relocaliser les Autochtones et de les forcer à apprendre leur langue, comme le firent les Espagnols et les Anglais, les Jésuites s'efforcèrent d'apprendre les langues locales et de se rendre dans leur village. Alors, c'est une espèce d'inversion des perspectives là, que vous nous proposez par rapport au travail des Jésuites, le travail qui est souvent diabolisé dans la culture actuelle. Parlez-nous un peu là, justement de cette dynamique qu'on dirait d'inculturation, où est-ce que véritablement ces gens vont, contrairement aux Espagnols ou aux Anglais, non pas essayer d'imposer leur culture, mais ils vont essayer de prendre la culture de l'autre pour mieux dialoguer et le rencontrer là où il est. Absolument. C'est, mettons, l'approche qui a été empruntée en Nouvelle-France. Il faut comprendre que le rapport de force dans la vallée du Saint-Laurent et les pays d'en haut, là, qui est la grande région des Grands Lacs, était durant longtemps en faveur des Premières Nations. Il faut savoir, par exemple, que Québec a été fondé en 1608 et donc en 1633, donc au retour des Français, là, après la prise de Québec par les frères Kirk, qui travaillaient pour la couronne anglaise, Champlain comptait 77 habitants à Québec, donc 25 ans après la fondation. Donc, c'était encore un comptoir de traite. La présence française était absolument rachitique durant les premières décennies de la colonisation. Et donc, quand on en vient à regarder le rôle que les Jésuites ont joué, également les Récollets là, qui ont précédé les Jésuites, ben, l'approche était autre que ce qu'on a pu voir donc, dans les colonies espagnoles où on
créait des missions dans lesquelles on plaçait les Autochtones. En Nouvelle-Angleterre, on avait ce qu'on appelait les praying towns, les villes de prière, qui étaient des sortes d'enclaves dans lesquelles on plaçait là, des Autochtones également, puis on leur imposait là, la vie à l'occidentale, tandis que justement, les Jésuites avaient cette approche où on allait au-devant des Premières Nations, c'était quelques individus, des petits nombres, et pour, disons, convertir les âmes, ben on apprenait leur langue, on apprenait leur culture, leurs mœurs, leurs coutumes, et à travers un dialogue, donc on tentait d'amener des idées qui allaient les amener, disons, à se convertir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que ça va donner, disons, ce type d'évangélisation, ça donnait un christianisme très syncrétique. Donc, on utilisait les référents culturels propres aux Autochtones pour les incorporer, disons, dans le message chrétien. Donc, le culte des saints, il y a toutes sortes de choses qui avaient des affinités qui étaient là avec les cultures autochtones. Et donc, c'est vraiment à la fois une sorte de relation en deux temps où d'un côté, il y avait une sorte d'ouverture à l'autre que les missionnaires ont pratiqué, donc pour comprendre l'autre. Et dans le même temps, ben, il y avait ce travail de conversion également qui se faisait. Mais quand on parle d'Autochtones convertis, disons, au 17e siècle, il faut comprendre que ces gens-là avaient conservé aussi leur spiritualité autochtone, leurs référents mythologiques qui leur étaient propres. Et donc, ça va donner une sorte de christianisme, comme j'ai dit, syncrétique. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez, disons, singulier par rapport à la Nouvelle-France. Et on peut même aussi, quand on lit les relations des Jésuites, comprendre aussi que certains des Jésuites avaient une grande admiration pour leur culture à plusieurs égards et tout ça. Donc, on a un regard qui est vraiment pas si noir et blanc et qui vaut la peine d'être disons, regardé de plus près. Et Denis Delage a fait beaucoup de travaux en ce sens-là, disons, pour amener là, toutes les nuances qui peuvent être capables qui nous permettre d'enrichir, disons, notre regard sur cette partie-là de l'histoire. Oui, Marco Vingendaire, justement, vous avez mentionné le mot blanc, l'expression blanc ou noir, ce qui réfère à une certaine climat culturel où est-ce qu'on est appelé à revisiter l'histoire sous le signe principalement de la morale et du jugement a posteriori. On dit souvent que le péché capital des historiens, c'est l'anachronisme historique. Comment vous voyez justement cette propension, peut-être au Québec, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, les Américains, par exemple, ont un grand intérêt culturel pour leur histoire. On voit même dans certaines émissions, je pense à Pawn Stars, là, pour prendre un exemple populaire, où est-ce que il y a souvent des gens qui arrivent avec des vieux fusils qui datent de Napoléon et tout ça, et là, tout le monde est ultra intéressé et ça arrive souvent. Au Québec, c'est peut-être moins le cas, quoique il y a quand même des antiquaires ici et là, mais parlez-nous un peu justement de cet angle d'attaque ou d'angle d'accès à l'histoire par la morale au Québec. Est-ce que c'est quelque chose d'unique et comment est-ce qu'on s'y prend justement pour essayer de dépasser cet aspect moralisateur et ce regard moralisateur qu'on porte sur l'histoire? C'est une excellente question. Ben, disons, ce regard moralisateur vient vraiment là, de cette idéologie woke là, qui vise à faire pratiquement, à faire des Blancs les coupables des descendants de ces colons coupables d'oppression et de racisme, de discrimination. Et donc, au Québec, ben, ça se manifeste tout autant. C'est sûr et certain que quand on fait l'histoire de manière sérieuse, il faut d'abord comprendre le contexte historique dans lequel les personnages vont se déployer, comprendre de manière en bon français, comprendre les règles du jeu de l'époque. Alors, quand on comprend vraiment les politiques, plutôt les rapports de force entre les différents groupes, la géopolitique générale qui peut s'en dégager. On comprend les intérêts vraiment de tous et chacun. Là, on peut commencer à apprécier, disons, la manière que les choses vont se déployer, puis voir surtout, disons, parce que dans le récit woke qui est amené, on place vraiment, c'est un peu cette vision où tous les Blancs sont donc des oppresseurs racistes, tous les
les Autochtones sont des victimes sans défense. Et ça, c'est absolument pas juste quand on regarde l'histoire, parce que les Autochtones, les premiers peuples, disons, ont été des acteurs géopolitiques très importants jusque tard au 18e siècle. Donc, ils ont su défendre leurs intérêts tout au long de cette histoire-là, de cette époque-là. Donc, de les voir comme des victimes sans défense, c'est absolument pas de rendre honneur, disons, à qui étaient ces gens-là, ces hommes, ces femmes qui étaient fiers, qui étaient dignes et nobles et qui ont su naviguer à travers ces grands bouleversements qui a été finalement cette rencontre entre l'Europe et l'Amérique, les peuples d'Amérique. Donc, il faut vraiment le premier pas, là, sans aller trop loin dans ma réponse, mais c'est vraiment de se mettre en contexte et de comprendre vraiment les coutumes, comme j'ai dit, les règles du jeu dans lesquelles ces personnages évoluent. Et à partir de là, on peut vraiment réhumaniser, disons, ces personnages-là et sortir de cette vision manichéenne où il y a des bons, il y a des méchants. C'est pas comme ça que l'histoire s'écrit et se déploie. Et il faut revenir, disons, à cette sorte d'humilité de constater les choses sans nécessairement porter un jugement moral après ma barre. C'est pas exclu, mais c'est certainement pas le rôle d'un historien de juger et de condamner des groupes pour des comportements qui, à l'époque, pouvaient avoir toutes sortes de raisons qui les motivaient. L'un des points auxquels vous tenez beaucoup, c'est vraiment le métissage, qui aurait été sous-estimé sous sa forme culturelle. Bon, vous parlez du syncrétisme religieux et sous sa forme ethnique, carrément. Parce que, bon, on s'entend, on parle de gens qui vont se mettre en relation, avoir des relations sexuelles. Soyons clairs, le Nouveau Monde a quand même été bâti un peu sur pas dire l'accouplement, mais comment dire, sur la rencontre, évidemment, entre les Autochtones et les descendants des Européens. À quel point c'est sous-estimé? C'est-à-dire, quand on regarde, par exemple, quand on est au Mexique, évidemment que je connais, on voit tout de suite là, que dans la rue même, que le pourcentage de gens aux origines autochtones, physiologiquement, est très, très élevé au Mexique. On parle de 85% des Mexicains auraient des origines autochtones sur le plan ethnique, alors qu'au Québec, forcément, on n'est pas du tout là. Évidemment, les gens ont la peau beaucoup plus claire. Est-ce que vous surestimez pas finalement le pourcentage de Québécois, entre guillemets, qui auraient du sang autochtone? Je sais qu'il y a eu des études là-dessus, qu'est-ce que vous en dites? Oui, bien, il y a le métissage biologique qui est une chose, peut-être avant de l'aborder, ce métissage culturel, lui, disons, tranquillement est en train de refaire sa place. Il y a le documentaire L'Empreinte, d'ailleurs, de Yvan Dubuc, notamment, qui est venu un peu ouvrir la porte sur ce champ-là. Et ce métissage culturel, lui, disons, il est assez clair quand on regarde un peu comment la Nouvelle-France avait été bâtie, la société de la vallée du Saint-Laurent. Comme j'ai dit, ce carrefour culturel. Donc, il y avait des interactions quotidiennes. Il y avait vraiment, évidemment, cet archétype du coureur de bois. Il faut savoir que le coureur de bois, par exemple, Jacques Mathieu disait dans un de ses écrits qu'à la fin du 17e siècle, il estimait à un homme sur deux, un Canadien sur deux qui avait fait un voyage de traite dans les pays d'en haut au cours de sa vie. Donc, par exemple, l'intendant du Chéneau disait dans les années 1680 qu'il y avait au moins un coureur de bois dans chaque famille. Donc, il faut savoir que le coureur de bois était une figure, disons, omniprésente dans la société et l'habitant, le cultivateur et le coureur de bois, souvent étaient la même personne. Parfois, il y avait des coureurs de bois, même des dynasties familiales qui en faisaient des métiers et des vocations. Mais ce métissage culturel a été absolument fondateur de la nation canadienne comme elle s'est constituée, là, particulièrement au 18e siècle. Alors ça, c'est le volet, mettons, culturel qui, je pense, vaut la peine d'être quand même d'être nommé. Et du point de vue ethnique, en fait, donc ça, c'est des données qui sont
amenés par des gens qui ont vraiment l'expertise dans le domaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça, il y a les coureurs de bois particulièrement, bénéficiaient d'un lien privilégié avec beaucoup de femmes autochtones à l'extérieur de l'espace colonial et il y avait, dans les cultures autochtones, il n'y avait pas de péché sexuel, donc il n'y avait pas d'opprobre associé à ce genre de lien-là. Et donc, les Canadiens qui partaient en voyage, évidemment, pouvaient bénéficier de l'apport de ces femmes autochtones qui souvent pouvaient les accompagner, les aider dans leur voyage, tout ça. Et de ces liens-là, il y a eu donc beaucoup d'unions qui se sont produites, des unions à l'extérieur de l'espace colonial. Et puis, mettons, également, une petite donnée pour comprendre un peu l'existence de ce phénomène-là, c'est que dans les tribus autochtones, là où il y avait des liens privilégiés entre femmes autochtones et Canadiens coureurs de bois, pour eux, c'était une source un peu de prestige aussi, puis une sorte on pouvait sécuriser l'accès aux marchandises européennes par ces unions-là. Donc, on pouvait comme asseoir des alliances par des alliances maritales. Donc, il y avait vraiment une sorte de convergence. Pardon? Un peu comme les aristocrates des cours royales en Europe. Oui, tout à fait. C'est ça exactement. C'est pas la même échelle, là, mais... C'est ça, à une autre échelle, mais tout à fait, c'est ce concept qu'on assoit, disons, les alliances par justement ces unions maritales. Donc, à l'extérieur comme j'ai dit, de l'espace colonial, il y a eu beaucoup de métissage. Donc, ça implique notamment, c'est des choses qu'on pourra nommer dans le futur, mais que les Premières Nations du Québec, notamment, sont aussi fortement métissées avec les Canadiens et donc leurs descendants également. Alors, ça, c'est une réalité qui est plus ou moins nommée, mais quand on regarde les patronymes, c'est sûr que ça raconte une histoire. Si on parle, mettons, de la notion de métissage ethnique, là, biologique en bonne et due forme, il y a des données qui ne mentent pas, puis je vais vous en nommer quelques-unes, puis mettons, chacun peut tirer un peu ses conclusions à partir de là. Il y a le biologiste Yuri Morin, qui, dans les dernières années, a relevé dans la vallée du Saint-Laurent, donc à travers les registres paroissiaux, qui a relevé jusqu'en 1760 277 unions mixtes, donc entre femmes autochtones et Canadiens. Donc, ça, c'est des unions qui sont célébrées sous l'autorité du clergé. Et de ces 277 unions, il a relevé 3482 descendants métis. Donc, combien parmi ceux-là ont survécu jusqu'à l'âge adulte? C'est une bonne question, mais c'est quand même des chiffres importants. Et quand on prend en contexte ces données-là, quand on sait que, par exemple, les unions qui étaient célébrées à l'extérieur donc de l'espace colonial, à la façon du pays, comme on disait, n'ont pas été enregistrées nulle part. Donc, on ne saura jamais quelle était la proportion de ces unions-là, quelle proportion des descendants de ces unions-là vont intégrer la société canadienne par la suite. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup de mariages dans la vallée du Saint-Laurent entre, donc, comme j'ai dit, les communautés autochtones domiciliées, là, celles que j'ai nommées, Odanak, Wolinak, Wendake, Kanawagé. Donc, ces communautés-là étaient donc des voisines des communautés canadiennes et il y a eu beaucoup de mariages également qui ont été célébrés quand c'était avec, mettons, la mariée qui est autochtone, c'était célébré généralement dans la communauté de la mariée. Et dans ces espaces-là non plus, il n'y a pas eu de registre ou de traces dans les archives qui ont été conservées. Et par exemple, également, les adoptions d'enfants, on effaçait la trace autochtone pour franciser ces personnes-là. Donc, quand on sait tout ça, puis quand on sait également que, mettons, le peuple canadien d'origine découle d'environ 7 à 8 000 colons pionniers français qui ont laissé une descendance en Nouvelle-France. Là, quand on regarde l'ensemble de la Nouvelle-France, c'est un nombre assez petit, là, 7 à 8 000. Là, on voit quand même des proportions assez significatives pour comprendre qu'il y a un apport, disons, génétique autochtone très, très
mettons, significatif à tout le moins dans la généalogie des Canadiens, donc les ancêtres des Québécois. Et quand on parle d'études, là, on rentre dans quelque chose de très intéressant aussi. C'est Hélène Vizina, directrice du projet Balzac, qui est un peu l'autorité là, en matière des analyses, d'analyse généalogique des Québécois. Et elle a statué, d'ailleurs, dans le documentaire L'Empreinte, c'est nommé là, dans les vidéos inédites, disons, elle a statué qu'à travers donc, la généalogie puis une certaine portion de recherche génétique, que c'est selon les régions. Et les régions qui ont été analysées, c'était la Gaspésie, la Côte-Nord, le Lac-Saint-Jean et Montréal, que c'est entre 60 et 85 des Canadiens français du Québec, ou autrement dit, les Québécois de souche, qui ont au moins un ancêtre autochtone. Donc, on est quand même dans des très grosses proportions. Et ça ne vient pas donc, du dernier venu. Là. Hélène Vizina, c'est quelqu'un de très, disons, respecté, une belle notoriété dans le domaine. Et donc, ça, c'est une première portion. Ça, c'est en 2012 que l'étude avait été menée. Et l'année d'ensuite, en 2013, une autre étude qui a été menée par Claudia Moreau du service hospitalier, c'était pas le CHUM, le nom m'échappe, Sainte-Justine, en tout cas, donc une dame qui est bioinformaticienne, qui, elle, a travaillé sur donc le patrimoine génétique des Québécois de souche. Et donc, elle en arrive à la conclusion que, comme ça, cette donnée-là a été nommée bien des fois, d'ailleurs, même par les tenants là, mettons, de ceux qui refusent qu'il y ait eu un métissage biologique en disant que c'est seulement en fait, l'étude a statue que c'est une moyenne de 1% du sang du patrimoine génétique québécois qui est autochtone. Et donc, à première vue, là, intuitivement, on se dirait, ben ça, c'est très, mettons, très petit, très chétif comme pourcentage. Donc, 99% ne l'est pas. Alors, on est finalement des Blancs comme les autres. Par contre, la même étude, ce qu'elle dit quand on prend le temps de la regarder dans son intégralité, c'est que ce qu'on sait, c'est que le génome, évidemment, se divise par deux à chaque génération quand on parle, par exemple, d'un métis. Donc, un enfant qui naît d'une femme autochtone et d'un père, d'une mère autochtone, d'un père canadien. Et donc, cet enfant-là aura un patrimoine génétique à 50% de chaque filiation. Mais de chaque génération en génération, on divise par deux. Donc, on passe de 50% de sang, disons, autochtone à 1% en 6 à 7 générations. Et on sait que les séquences, disons, génétiques qui qui se conservent dans le bagage d'une personne à l'autre peuvent varier. Il y a des séquences qui peuvent disparaître. Alors, quand on parle d'une moyenne de 1%, cela implique que ça nous amène, là, 6 à 7 générations, ça nous amène à la période des Patriotes. Donc, selon l'étude de Mme Moreau, il est statué qu'il peut être considéré qu'auparavant de cette époque-là, tous les Canadiens d'origine partageaient au moins un ancêtre autochtone. Alors, ça, c'est les données qu'on a. Ça va paraître d'ailleurs dans mon prochain livre qui va être une version résumée là, essentielle de mon premier. Mais ça, c'est le volet donc, ethnique au niveau du métissage. Et ben, ça raconte une histoire, ça raconte une dimension autochtone qui nous constitue en tant que peuple par le biais de nos premiers ancêtres en Amérique. Et c'est ça, à partir mettons, de la rébellion des Patriotes, il y a eu une sorte de chape de plomb et c'est vraiment là que la clôture s'est placée entre Canadiens et Autochtones. Et à partir de là, disons, l'amitié tranquillement s'est oubliée. Il y a ce texte de Denis Delage qui s'appelle « La peur de passer pour des sauvages » qui explique pourquoi on a d'abord, disons, décidé d'occulter un peu notre part autochtone et pourquoi on en a aussi, on l'a oublié et, disons, ça a été associé à une sorte de honte pendant longtemps. D'ailleurs, dans nos familles, quand on pose la question, moi, je le fais en conférence, là, je donne des conférences régulièrement et je demande aux gens qui, dans votre famille, avait une grand-mère, une arrière-grand-mère autochtone et on n'en parlait pas parce que c'était tabou. Et à chaque fois, au moins 3/4 des gens dans la pièce lèvent la main. Et donc, c'est ça, ça raconte une histoire.
et cette mémoire, disons, de la dimension autochtone a été perdue. La honte a fait place à l'oubli et on en est là aujourd'hui à penser, disons, qu'on est uniquement des Français en Amérique et on a une part de nous-mêmes, je considère, qui est occultée. Et mon travail, c'est de ramener cette mémoire-là à la surface pour compléter, disons, notre identité nationale et historique et culturelle à la lumière de ces données et de ce récit-là. Une honte et un oubli qu'on est évidemment appelé à dépasser en votre compagnie, Marco Vingendaire. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont un livre dont vous venez de nous parler, et on peut vous lire notamment sur le site de Libre Média au libre-media.com. Alors, Marco Vingendaire, merci beaucoup et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été fort agréable. Jérôme, en terminant, comme c'est notre habitude et pour finir sur un ton plus humoristique, justement, tu dois nous présenter là, ton grand enjeu de la semaine. Un grand enjeu, c'est ta formule ironique qui nous présente un peu cette mauvaise capacité de certains Québécois à s'intéresser aux enjeux qui les concernent véritablement et se détournent l'attention vers des faits divers qui prennent des proportions démesurées. Alors, quel est ton grand enjeu de la semaine, Jérôme? Un article du Journal de Montréal intitulé « La rage est aux portes du Québec ». Donc, on apprend que 46 000 doses de vaccins seront répandues dans la nature, une première depuis 2020. Donc, écoute, c'est les ratons. Hein, les ratons qui, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi cette semaine au Québec. Il faut faire attention parce que j'ai habité un peu à Toronto et à Toronto, c'est un véritable fléau et justement cette nouvelle religion environnementaliste et antispéciste avait des enjeux sur la vie concrète de ses habitants. Je ne sais pas où ça en est, mais d'après moi, ça ne s'est pas amélioré avec Olivia Chow. Non, c'est ça. Mais encore là, bon, je conteste pas le fait que des ratons aient la rage, là, mais c'est encore une fois, c'est la manière de présenter ce qui est quand même relativement banal. Là. Donc, on n'est pas du tout devant une invasion russe. Là. C'est quand même des ratons. Donc, il faudrait tous les vacciner apparemment. Évidemment, c'est pas avec des piqûres. Là. On comprend qu'ils vont lancer des poches de nourriture qui contiendraient des doses de vaccins. Même on avait essayé de vacciner... même l'idée, quand même, Francis, avait émergé de vacciner des cerfs contre la COVID-19, quand même, il n'y a pas si longtemps. Là. Donc, on voit quand même que le sanitarisme se répand. Et ça ne va pas jusqu'au fait divers. Oui, et on est très fort sur les nouvelles qui mettent en scène des animaux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux. Il y a les dindons sauvages, etc. Mais il y a toute une zoologie là, médiatique actuellement qui est assez fascinante. Et assez fascinante et surtout, disons, un peu insignifiante si on la compare aux véritables enjeux qui touchent le Québec aujourd'hui, notamment l'inflation toujours, les taux d'intérêt, la nourriture qui coûte cher et l'ensemble des soupes populaires là même qui débordent. Et donc, on a véritablement des vrais problèmes à résoudre et le fait qu'on se détourne on nous détourne l'attention comme ça, peut-être que ça fait le jeu de certains politiciens ou certains groupes de pression ou tout simplement, ça fait en sorte que les gens se détournent de leur malheur pour mieux accepter leur sort, Jérôme. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au www.libre-media.com et à vous abonner pour la modique somme de 4,99 par mois. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Très bonne fin de semaine à toi, Jérôme. Oui, à toi aussi, Francis. Et à l'ensemble de nos auditeurs, revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.